Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour à toutes et à tous. Alors que la France est à la tête de la présidence du Conseil de l'Union européenne, que nous sommes dans un contexte actuellement de guerre en Ukraine qui est menée par la Russie, et au moment du 8 mars, l'occasion se présente de faire un point sur les questions égalité femmes-hommes au sein de l'Union européenne. Et pour cela, nous recevons avec Guylaine Toutain à mes côtés aujourd'hui Agnès Hubert, qui est présidente de G5+, think tank féministe européen. Première question, et nous vous remercions de votre disponibilité. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands principes qui fondent l'Union européenne depuis sa création sur les questions égalité femmes-hommes et sur les avancées législatives qui ont été à l'œuvre? Bonjour Guylaine Toutain, bonjour Amandine Claveau, et merci à la Fondation Jean Jaurès d'organiser cet exercice, parce que je suis toujours ravie de pouvoir parler, informer sur les questions européennes. Alors, les grands principes qui fondent l'Union européenne, la question de l'égalité, ça prend racine dans le traité de Rome. Tout le monde le sait, mais c'est bien de le répéter rapidement. En 1957, pour que la France, et notamment les industriels français qui étaient fortement protégés, et ceux du textile, le principe de d'ouverture des frontières, la France a négocié, a insisté pour que soit intégré dans le traité de Rome l'article 119 qui traitait de l'égalité salaire homme-femme. Pourquoi ? Parce que la concurrence venait essentiellement des Pays-Bas, qui avaient une grosse industrie textile et qui n'avaient pas l'obligation à l'époque comme l'avaient les industriels français, d'établir une égalité dans leurs salariés, et en particulier les femmes, ils les payaient un petit peu d'argent de poche, comme c'était le cas en Chine. Après, ça a été un petit peu le travail, je vais dire, de militante de la cause féministe, beaucoup. Je pense en particulier à Eliane Vogelpolsky, qui était une avocate belge et qui a fait beaucoup pour essayer de mettre les États membres face à leurs responsabilités en convoquant la Cour en particulier, c'est-à-dire en amenant à la Cour de justice européenne un cas d'inégalité salariale et d'inégalité de traitement. C'est une affaire qui a duré assez longtemps, près de 8 ans, mais en 76, puisque vous la première fois, la Cour statuait que l'égalité homme-femme était un principe du droit communautaire. Alors maintenant, on a fait encore des progrès, puisque depuis le traité de Lisbonne en 2007, l'égalité est devenue un droit fondamental, puisque c'est un des articles, enfin il y a plusieurs articles, mais c'est un des articles importants de la Charte des droits fondamentaux qui a été intégré au traité de l'Union européenne. Voilà. Alors, entre-temps, je dirais qu'il y a peut-être, c'est important de le souligner, le traité d'Amsterdam en 1997 qui a consacré l'intégration de l'égalité dans toutes les politiques. On appelle en mauvais français le mainstreaming, mais c'est un principe qui est important surtout pour les gens qui font les politiques, mais je crois qu'il est très important aussi pour essayer de faire avancer l'égalité, non pas seulement dans le strict domaine des actions positives et des politiques destinées directement aux femmes, mais dans toutes les politiques, la politique de l'environnement, la politique étrangère, la politique à l'heure actuelle, on parle beaucoup aussi de tout ce qui est digital et informatique, voilà. Et on va d'ailleurs avoir l'occasion d'y revenir. Donc, simplement pour dire ça, c'est pour les grands principes. Pour ce qui est il y a également toute une série de programmes et de stratégies qui offrent un cadre pluriannuel d'avancées communes.
ce qui est important. Et je crois que l'ensemble des acteurs qui travaillent sur l'égalité dans les États membres a maintenant véritablement reconnu que la fixation de normes européennes et également d'aide européenne et d'encouragement européen a un effet de levier très important sur ce qui se passe dans les États membres. Merci, merci Agnès d'avoir rappelé ces grands principes nous ne pouvons bien sûr qu'approuver. Mais la question se pose de savoir quels effets concrets ces grands principes ont porté concernant notamment la place des femmes aujourd'hui dans les institutions européennes, et j'évoque bien sûr notamment le Parlement européen et la Commission européenne. Alors, je suis contente que vous n'évoquiez pas le Conseil. Non, non, je le dis en riant. Quoi qu'encore, bon, le Conseil, c'est comment dire, le regroupement des gouvernements des États membres. Hein. Je suis toujours en colère par le fait qu'il n'y a pas au Conseil, il y a les conseils des ministres de la pêche qui se réunissent régulièrement, les conseils des ministres de l'environnement qui se réunissent régulièrement, encore de formation spécifique à l'égalité au Conseil des ministres. J'espère que la présidence française, qui a notamment été poussée en ce sens par le Haut Conseil à l'égalité, dans un avis qui a été rendu il y a quelque temps, va aborder cette question et va essayer de convaincre ses partenaires qu'il est important d'avoir un forum dans lequel on puisse parler d'égalité. Faute de ce forum, les questions d'égalité, les directives, etc., sont en général discutées comme, disons, la cerise sur le gâteau, mais enfin, sont en général discutées au Conseil EPSO qui traite de l'ensemble des et en général pas forcément toujours par les ministres de l'égalité. Donc ça c'est un comment dire un défaut assez important et je crois que l'échec de parvenir à un accord sur les directives depuis une dizaine d'années est véritablement prend racine dans cette absence de forum. Hein. Bon, alors maintenant parlons de la Commission européenne, hein, puisque c'est quand même le semi-exécutif de l'Union européenne. Alors, on a fait des progrès, oui, bien sûr. Une présidente de la Commission européenne, c'était inespéré. Hein. C'est très important d'avoir une présidente, et on s'en aperçoit tous les jours. On s'en est quand non seulement elle insiste auprès des États membres pour avoir la parité dans son collège, c'est la première fois qu'il y a la parité au collège, ou à peu près, puisqu'il y a 13 femmes, y compris elle, la présidente, et 14 hommes. Elle a aussi insisté pour avoir une commissaire spécifiquement dédiée à l'égalité. Et ça aussi, c'est important. À partir du moment où quelque chose s'inscrit dans une structure administrative, on s'aperçoit qu'on est obligé d'y prendre des initiatives. Et je crois que ça, c'est très important. Puisque vous parlez de la place des femmes dans les instances, à la commission, je crois qu'il est important aussi progrès récemment, déjà sous la commission Juncker, parce qu'il y avait une commissaire qui s'occupait des affaires de personnel, Kristalina Georgieva, qui a beaucoup insisté sur cette question. Et il y a maintenant 42% des cadres supérieurs, chefs d'unité et au-delà, qui sont des femmes, ce qui est beaucoup plus. Il y a une augmentation de 2% en 5 ans. Hein. Et il y a déjà 38% des directeurs généraux également, ce qui est important aussi. Parlement européen, je passe un petit peu vite, donc Parlement européen, simplement pour dire qu'aux dernières élections 2019, il y a eu 40,4% de femmes qui ont été élues, avec le départ des Britanniques, notamment du Labour Party. Il y a maintenant plus que 38,8%, mais c'est une proportion importante.
on regrette peut-être qu'elle soit concentrée, comme d'habitude, sur des domaines assez ségrégés. Classique. La commission femmes, certainement, où il y a quasiment que des femmes, bien qu'on amène un président, mais également les affaires sociales, etc. Voilà. Et pas beaucoup dans l'économie. Euh, et encore moins dans ce qui est affaires constitutionnelles. Bien. Puisque, si vous me permettez d'ajouter une petite chose, on parlait du Conseil, je voudrais signaler en cette période où on est quand même tous avec les yeux fixés sur l'Ukraine et son horrible invasion, je dois dire que je me réjouis de savoir qu'il y a au moins, c'est pas une majorité sur 27, mais au moins 8 ministres de la Défense en Europe qui sont des femmes. Et à l'heure où nous parlons, où les ministres de la Défense se retrouvent notamment à Versailles, je suis contente d'avoir pu constater que une ministre de la Défense a quand même soulevé la question qui n'aurait pas été soulevée dans un aérobage uniquement masculin, je pense, du fait que oui, des crédits dans la défense, oui, on est tout à fait d'accord, mais on a aussi des priorités sociales, des priorités en matière de pension, après des priorités en matière d'éducation, des priorités en matière de soins de santé, qui faut véritablement comment dire, arbitrer à un haut niveau dans l'Union européenne. Et ça, je crois que c'est comment dire, c'est un progrès d'avoir des femmes en place. Oui, bien évidemment, nous sommes tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Je vous remercie du tableau que vous avez dressé. Je voudrais précisément que vous le complétiez en nous précisant, dans ce contexte encourageant mais mitigé malgré tout, encore que vous venez de décrire, quels sont les États membres de l'Union européenne qui promeuvent le plus ou le moins d'ailleurs l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de l'Union, et sur quel sujet, dans quel domaine les débats restent les plus vifs, et dans quel domaine, sur quel sujet ceux qui ont fait récemment l'objet de blocage, voire de recul. Merci de cette question. D'abord, ça me donne l'occasion de faire de la publicité pour ce qu'on appelle l'index de l'égalité des genres ou de l'égalité homme-femme, qui est un outil sur lequel on avait beaucoup lutté pour enfin l'obtenir, qui a été mis en place et élaboré par l'Institut de l'égalité homme-femme de Vilnius, et qui est véritablement un outil, en même temps, je ne vais pas dire ludique, mais très, comment dire, très facile d'abord, dans lequel on voit systématiquement quelles sont les avancées que font les États membres dans 8 domaines, et en ayant véritablement, comment dire, calibré les réponses pour qu'elles ne soient pas biaisées. Donc, globalement, on en était l'année dernière, en fait, quand l'index égalité a été publié, à 68 sur 100, c'est-à-dire on est à 68% d'égalité entre hommes et femmes, globalement. Alors, il y a des champions. La Suède est à 83,9. Il y a aussi des queues de peloton. On a beaucoup de nos amis d'Europe de l'Est, mais la queue de peloton, c'est la Grèce, avec 52,6. Et là, on peut voir en matière de pouvoir, c'est-à-dire privé, en matière d'éducation, en matière d'emploi, etc. Quels sont les résultats des uns et des autres pays? Je vous signale en passant que la France est à 75,5%. Donc, on a encore pas mal de chemin à faire pour rattraper la Grèce. La Suède. La Suède. Alors,
vous me demandez quels sont les, comment dire, qu'est-ce qui a catalysé les conflits, les difficultés. Et c'est vrai qu'il y a toute une série comment dire, de directives récemment qui n'ont pas pu être approuvées par le Conseil. Mais ce que je crois est le plus important, en train d'essayer de trouver une manière de contourner le problème, ça a été les discussions sur la Convention d'Istanbul, qui ont fait apparaître une obsession de certains États membres sur le terme gender. Et quand je dis obsession, je ne dis pas quelque chose de superficiel. C'est véritablement, il y a une grande recrudescence de ce qu'on appelle le mouvement anti-gender, c'est-à-dire qui met dans le même sac et qui accuse l'Union européenne de vouloir soutenir l'homophilie, l'homosexualité, pardon, de vouloir promouvoir une demande, enfin le droit de disposer de son corps, et une demande initiale des féministes. Et donc tout ça, c'est véritablement quelque chose, c'est en particulier à l'extrême droite, hein, mais c'est véritablement quelque chose qui, à l'heure actuelle, je crois, est très sensible et duquel on doit véritablement se méfier très fort. Se méfier très fort, d'autant plus qu'il y a un certain nombre d'États membres dans lesquels les féministes se sont emparés aussi de ce terme de genre pour le critiquer. Alors, je ne reviens pas sur les questions de wokisme, etc. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Mais je vais dire, enfin, le lieu, je pense. Mais sur les questions de gender, je crois qu'il y a véritablement, en même temps, des luttes féministes qui ont fait que dans le domaine de l'emploi, on a besoin de statistiques genrées. Dans tous les domaines, on a besoin de statistiques genrées. Et Dieu sait qu'on a lutté pour avoir des statistiques genrées. À l'heure actuelle, comment dire, le European Statistical System, le système statistique européen et Eurostat sont en train de demander aux instituts des États membres d'avoir notamment plus de données sur la violence. C'est des choses qui sont très importantes, qui ont été très difficiles à obtenir parce que les statistiques coûtent cher, etc. Donc pourquoi je parle de statistiques? Je parle de statistiques parce que un certain nombre de féministes, les revendications qui viennent de tout le mouvement LGTBQI comme comment dire, une attaque de la binarité uniquement. Alors, il est clair que, comment dire, il y a ce débat qui peut exister au niveau culturel, au niveau de la reconnaissance d'un certain nombre de gens qui veulent avoir une liberté de disposer de leur corps, ce que les féministes demandaient au départ d'ailleurs. Mais il y a véritablement un combat commun entre les, comment dire, intersectionnellement, je dirais, entre les féministes, mais aussi enfin, je veux dire, les femmes, leur race, comment dire, leur classe sociale, mais également leur orientation sexuelle. Donc là, je crois qu'il y a des deux côtés, il y a cette espèce de tension sur le terme genre, et c'est quelque chose qu'il faut véritablement essayer le plus possible de décomplexer, de déconstruire un peu et de voir d'une manière avec les yeux branchés sur le futur. Merci. Vous n'avez pas évoqué la question de l'avortement. Ça pose aussi un problème au sein de l'Union européenne. Alors, la question ce qu'on appelle les droits sexuels et reproductifs. Droits sexuels et reproductifs, excusez-moi. C'est quelque chose qui a été depuis un sujet de préoccupation au Parlement européen. Moult rapports sur cette question. Ça a été également une question qui a été, comment dire, mais ça a été une question que pendant très longtemps, la Commission a déclaré n'était pas dans ses compétences. Quand on aborde les questions de violence, les questions de santé aussi, etc., de plus en plus, maintenant, on commence à avoir une majorité d'États membres, soit qui ont des législations, effectivement, acceptant
l'avortement et l'exercice des droits sexuels et reproductifs, la contraception libre et gratuite, etc. Il reste encore quelques États membres qui sont, je dois dire, des durs. C'est le cas de Malte un petit peu, c'est le cas de la Pologne, mais on peut être, comment dire, l'Irlande, par exemple, a beaucoup évolué sous l'effet des féministes. Donc, je pense qu'il peut y avoir des avancées qui peuvent être faites. On s'est beaucoup ému en France sur la nouvelle présidente du Parlement européen, Mme Metsola, qui est une Maltaise, qui s'était prononcée effectivement contre l'avortement, enfin qui a des convictions religieuses qu'il faut respecter, mais je crois qu'elle a dit non seulement à insister pour que les droits sexuels et reproductifs trouvent leur place maintenant dans la Charte européenne des droits fondamentaux, mais également Madame Metsola a répondu à chaque fois qu'on lui a posé la question que son rôle de présidente, c'était de se faire l'écho de la majorité du Parlement européen et que s'il y avait donc implicitement comment dire, une majorité pour l'avortement, elle devrait s'y plier et s'en faire écho. Très bien. Ben, merci Agnès de ces précisions très intéressantes et je repasse la parole à Madame Amandine Claveau. Merci, Continuer merci Agnès l'interrogation. Hubert, pour cet éclairage. Un autre point que nous souhaitions aborder, la pandémie. La pandémie de Covid-19 a mis en lumière les inégalités structurelles entre les femmes et les hommes, les a même renforcées. Je le disais en introduction, il y a la présidence française du Conseil de l'Union européenne actuellement qui s'inscrit dans ce contexte, et vous l'avez dit aussi, dans un contexte où il y a des tensions et aussi une volonté d'un certain nombre d'États de l'Union européenne conservateurs de restreindre davantage les droits des femmes. Est-ce que vous pouvez revenir sur les priorités qui doivent être celles de la présidence française du Conseil de l'Union européenne dans le domaine des questions égalité femmes-hommes? Quelles sont celles qui doivent être mises à l'agenda, portées au niveau politique? On a vu là récemment l'annonce de la directive pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui a été proposée par la commissaire européenne Helena Dalli, mais il y a également d'autres sujets. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur ces différentes priorités? Et il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Bon, vous avez abordé la pandémie et je crois qu'il faut en parler. On va répéter ce que comment dire, moult rapports ont fait. L'Institut pour l'égalité a fait un excellent rapport, mais également toutes les agences des Nations Unies, également beaucoup d'associations, dont Gender 5 Plus, donc que je préside. Enfin, je crois qu'on a fait des constats à et réaliste malheureusement sur le fait qu'il y avait il y a eu il y a maintenant comment dire, une diminution de la participation des femmes au travail. Il y a une violence exacerbée envers les femmes et les femmes ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie. On ne peut même pas parler d'une répartition enfin d'une meilleure répartition des tâches entre femmes et hommes qui aurait été du fait que les parents restaient à la maison. Donc, il n'y a vraiment pas eu de progrès sur ce plan-là. Et on assiste à l'heure actuelle, je dirais peut-être au paradoxe que tant je pense qu'il y a une dégradation de la situation des femmes, en même temps, il y a ce mouvement anti-gender, ces mouvements d'extrême droite qui sont menaçants pour les femmes. Il faut voir ce que disent certains candidats des femmes dans la campagne présidentielle française. Et en même temps, je crois qu'au niveau européen et dans beaucoup d'États membres, il n'y a jamais eu autant de volonté politique derrière le fait de promouvoir l'égalité. Et je pense que la présidence française fait preuve de cette volonté politique. Ils ont, comment dire, le président Macron a annoncé dès le mois de décembre, il a répété
qu'il y avait d'abord des directives qui étaient sur la table du Conseil et qu'il fallait faire passer ou qui allaient arriver sur la table du Conseil. Il y a notamment la directive qu'on appelle Women on Boards, qui est la directive sur la place des femmes dans les conseils d'administration. Maintenant, l'Allemagne, elle n'avait pas une objection sur le principe d'avoir plus de femmes dans les conseils d'administration, mais c'était sur le fait que ce soit une question européenne. Ils pensaient que c'était à gérer au niveau national. On a souvent ce genre de blocage. Bon, donc l'Allemagne a levé sa difficulté, ce qui fait qu'on va avoir une directive sur les femmes dans les conseils d'administration. La directive sur la transparence des revenus, qui est à l'heure actuelle encore sur la table du Conseil, et j'ai confiance dans ce que la présidence française peut-être ne va pas aboutir, mais en tout cas va faire tout pour la pousser. Il y a la directive qui vient d'arriver sur la violence, donc qui a été publiée par la Commission le 8 mars, qui est une directive importante. Je ne sais pas si on a le temps de la détailler un petit peu, mais enfin c'est une directive qu'on peut trouver sur Internet et qui reprend énormément des éléments qui étaient contenus dans la Convention d'Istanbul, à la différence près que nous l'avions souligné, que quand on a une directive européenne, on a aussi derrière la directive européenne le pouvoir de mise en œuvre de la Cour de justice européenne avec des sanctions. Donc ça, je crois que c'est très important d'avoir une directive européenne sur ce sujet. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Une chose que je n'ai pas mentionnée, mais qui est aussi très importante, c'est que vient d'être passée la directive sur les salaires minimums aussi. Et ça affecte en premier lieu les femmes, qui sont vraiment au bas de l'échelle des salaires en général. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres... Oui, je voudrais simplement dire une toute petite chose sur la directive sur la violence. Justifier enfin pour justifier, on a toujours besoin de justifier, y compris en termes financiers. Il a été établi que la violence dans l'Union européenne coûtait 289 milliards d'euros par an. Le budget européen pour 2022 est de 170 milliards par an, enfin pour cette année. Donc je vous laisse voir, quand on parle de 289 milliards, c'est véritablement l'ensemble. On peut voir, c'est l'Institut de Vilnius qui a fait également, mais ça prend en compte effectivement tous les dommages, y compris les dommages psychologiques, mais les coûts de soins de santé, mais également les manques à gagner sur le marché du travail, etc. Et quand même, ça donne un peu un sens des proportions de quoi faire absolument prendre des actions, et des actions résolues, et des actions suivies, et des actions efficaces pour mettre un terme à cette violence à l'égard des femmes. Merci Agnès Hubert pour ce panorama des différentes directives qui sont actuellement en discussion dans le cadre de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne. Un dernier point, et là pour aller un peu plus loin dans le temps, il y aura des élections européennes en 2024. Quelles sont selon vous les perspectives, les dossiers sur lesquels la commissaire européenne en charge de l'égalité, Helena Dalli, va être attendue? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Sur lesquels la Commission dans son ensemble, et en particulier Helena Dalli, il a été publié en tout début de mandat de cette commission, c'est-à-dire en mars 2020, oui. Il a été publié une stratégie, c'est-à-dire un plan d'action qui établit véritablement toute une série d'actions à prendre, avec un suivi extrêmement méticuleux, un suivi
politique aussi, là où je vous disais, il y a une volonté politique, c'est vrai. Donc un suivi politique, on va non seulement publier des rapports, mais ces rapports vont être présentés au Parlement européen, au gouvernement. Je pense que c'est sur la base de la mise en œuvre de cette stratégie qu'elle elle va être, comment dire, jugée. Je peux pas en ai du temps, si j'ai le temps de dire très brièvement, en anglais, qualifie cette stratégie sont free, c'est-à-dire libéré de la violence, ok. Strive, ça veut dire se dépasser sur le marché du travail, avoir une égalité professionnelle, une égalité des rémunérations et des retraites, un partage des responsabilités familiales, et lead, c'est-à-dire le leadership, conduire, avoir un équilibre de la prise de décision, des femmes dans la prise de décision et en politique. Donc, je résume très brièvement cette stratégie, mais je crois que ça vaut le coup. C'est encore un texte qui vaut la peine d'être consulté, d'être analysé. Il y a deux principes transversaux dans cette stratégie. Et encore une fois, ce ne sont pas que des mots. Le premier principe, c'est l'intégration de l'égalité dans l'ensemble des politiques et programmes. Et à l'heure actuelle, à ce titre, il y a non seulement une task force de haut niveau de la Commission qui s'occupe de superviser ce qui se fait, mais également la Direction générale des budgets, qui, dans le cadre du nouveau budget de 7 ans, est en train de mettre au point des indicateurs pour prendre en compte ce qu'on appelle en français comment dire, la budgétisation au genre, je crois, le gender budgeting, et qui est là, il y a un travail important qui est à faire, et je crois qui est vraiment le socle de toute l'intégration de l'égalité. Quand on aura donné des indicateurs aux gens qui travaillent sur les politiques de l'environnement, mais des indicateurs financiers ou qui s'appliquent au domaine financier, sur comment on dépense de l'argent qui va spécifiquement bénéficier aux femmes ou spécifiquement bénéficier aux hommes, pourquoi on va construire un stade de football ou un stade, comment dire, un champ d'équitation, ou etc. Et tout ça, c'est véritablement le nerf de la guerre. Hein. C'est de là qu'on va pouvoir progresser. Le deuxième principe qui est transversal également, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas uniquement des femmes blanches, bourgeoises, etc., que véritablement on regarde l'ensemble comment dire, des handicaps cumulés, être femme, mais également être noire, être lesbienne, être trans, être pauvre, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut voir de manière transversale et s'assurer que l'ensemble des catégories de femmes sont prises en compte par les politiques, et en particulier les femmes âgées, les femmes, les jeunes également. Bref, ce principe de transversalité, quelque chose d'intersectionnalité, est quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut véritablement mettre ensemble des données qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble, mais c'est quelque chose que la Commission fait avec beaucoup de sérieux. Elle a déjà produit comment dire, il y a une directive qui est sur la table du Conseil pour l'égalité en matière de race, etc., mais qui est pour l'instant bloquée par le Conseil. Mais il y a également une stratégie qui vient d'être approuvée sur la non-discrimination de toutes les catégories IQ, etc. Voilà. Je voudrais simplement comment dire, ajouter une toute petite chose que je n'avais pas mentionnée quand j'ai parlé de la directive sur la violence. Il y a dans la directive sur la violence une mesure pour l'aide aux femmes dans les conflits armés.
je crois qu'il est particulièrement important à l'heure actuelle d'avoir une attention spécifique sur ce qui se passe pour les femmes, pour les femmes qui peuvent être entraînées dans la traite et pour les femmes qui peuvent être victimes de toutes sortes comment dire, non seulement de toutes sortes de malversations. Les guerres sont vraiment des univers qui sont, qui vont, sont très, très négatifs pour les femmes. Et à l'heure actuelle, le lobby européen des femmes, je sais, est en train d'essayer de voir s'il peut être créé une task force qui soit particulièrement vigilante sur justement le recueil de données, l'attention portée à la situation des femmes dans cette situation d'horrible guerre que nous traversons. Et précisément, j'allais vous interroger. Vous avez effectivement montré justement la place des femmes lors de conflits. Est-ce que vous pensez que la question de la diplomatie féministe qui est portée par certains États membres, dont la France, la Suède, peut incarner un levier important, en tout cas au sein de l'Union européenne en termes de politique extérieure, pour justement avoir une attention particulière sur la situation des femmes qui, comme vous l'avez dit, là sont en première ligne en termes de violences sexistes et sexuelles? Tout à fait. Je crois que c'est terriblement important. Ce n'est pas, comment dire, je ne vois pas encore des pays comme, je sais pas, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, comment dire, se doter d'une politique, une diplomatie féministe. Mais je crois que la France et la Suède en particulier, je ne sais pas si peut-être les Pays-Bas également, enfin il y a plusieurs pays qui se sont déjà engagés de manière comment dire, ferme dans la diplomatie féministe. J'aurais bien aimé que comment dire, la proposition du président Macron comment dire, qui venait d'une proposition de Gisèle Halimi à l'époque sur la clause de la femme la plus favorisée, qui a été reprise par le groupe Renew au Parlement européen comme clause Simone Veil. J'aimerais bien que cette obligation des États membres de se saisir des choses qui vont le plus loin en matière d'égalité dans l'un et l'autre prise en compte. Au moins, il y aura un débat sur cette diplomatie féministe au sein du Conseil. Reste que en matière comment dire, d'instruments pour aider les femmes, notamment pas uniquement les femmes d'Ukraine, mais les femmes dans les situations de conflit et les femmes du tiers-monde également. Je pense en particulier aux Afghanes, sont quand même très développées. Il y a comment dire, un programme d'action extérieur, le GAP3, à l'heure actuelle, qui est un programme d'action qui est véritablement très, très complet, très, très avancé. Et je crois que ça peut être un pour aborder les situations de femmes dans ces comment dire, conditions de conflit, mais pas seulement. Oui, bien, et puis également au niveau des Nations Unies avec la résolution 1325 qui encadre cela en termes de droit international. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi dans le cadre du programme Spotlight avec les Nations Unies, qui est le plus gros programme de défense de l'égalité, en liaison d'ailleurs avec les Sustainable Development Goals, comment dire en français. Oui. Voilà, donc je m'excuse, parfois, à force de parler en jargon, on oublie ça. Alors, eh bien, merci très bien. Agnès Schubert pour cet entretien et ce riche échange sur toutes les thématiques que l'on a brossées. Merci de votre disponibilité. C'était un plaisir pour la Fondation Jean Jaurès, pour Guylaine et moi-même, de vous avoir parmi nous dans le cadre de cet entretien. Absolument. Merci Agnès et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.
Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.